Bonjour à tous et bienvenue pour cette foire aux questions qui fête les 1 an de la chaîne. 1 an et 1 jour, 1 an et 2 jours, je sais pas encore trop à quel moment sortira la vidéo, mais voilà. Vous m'avez posé beaucoup de questions, que ce soit sur moi, ou sur la chaîne, ou sur l'univers Star Wars en général, ou sur l'épisode 7, enfin, vous avez posé vraiment plein de questions. Du coup, la vidéo va être un peu longue, et si vous avez envie de sauter des morceaux, pour avoir mon avis sur différents trucs, et ben vous pouvez cliquer sur les liens que je vais foutre, je sais pas encore où, mais je vais les mettre, et comme ça vous pourrez accéder directement à la partie qui vous intéresse. Qu'est-ce que tu penses de l'épisode 7 ? Bon, du coup, tant qu'à faire, autant commencer par le sujet qu'on m'a le plus demandé, à savoir mon avis sur l'épisode 7. Bon, avant de donner mon avis, déjà, je vais vous dire que j'ai pas une grosse critique cinématographique à faire de ce film, parce que je suis pas critique de cinéma, j'y vais de temps en temps, mais voilà, je suis pas un critique. Donc voilà, si vous voulez avoir une critique qui correspond à peu près à ce que moi j'ai pensé du film, je vous conseille d'aller voir celle de Nexus 6, parce que moi je me retrouve complètement dans les idées qu'il défend. Donc globalement, moi j'ai bien aimé le film, à partir du moment où j'ai laissé un peu reposer mon cerveau d'adulte et mon cerveau de fan surtout, voire mon cerveau de fan adulte en plus, parce que bon effectivement, il y a plein de trucs qui vont pas. On pourrait faire une liste, voire une deuxième liste, pourquoi pas une troisième liste, voire une quatrième. Mais je passe très rapidement sur ces défauts parce que, en fait, tous les autres films aussi ont des défauts, et je les aime quand même. D'ailleurs, point de vue plus global, on m'a demandé de classer les films par préférence, moi je saurais pas faire. Si vous voulez, pour moi, les films, c'est 6 histoires, maintenant 7, mais c'est 7 histoires parmi 300 ou 400. Donc moi, ce qui m'intéresse surtout dans les nouvelles histoires Star Wars, c'est de savoir si ça rajoute des choses à l'univers Star Wars, si ça apporte des choses à la franchise. Bon, dans les deux cas, la réponse est oui, l'épisode 7 a apporté des choses, des deux côtés. Alors oui, dans le film, ils parlent pas du tout du background, et c'est un des gros défauts du film, mais ils l'ont quand même créé, enfin, ils ont quand même travaillé le background du film. Ils ont pas sorti ça de nulle part. Et c'est super intéressant, je trouve, après ce qu'on a pu lire dans les guides et dans les romans, pour savoir tout ce qui s'est passé depuis la bataille d'Endor dans l'épisode 6. Je vais vous mettre un petit résumé là, si vous avez envie de passer du temps à le lire, mais voilà, c'était quelque chose d'innovant et de très intéressant, et moi il y a un autre truc qui me plaît énormément dans ce film, c'est qu'on n'a pas un nouveau retour des Sith. On a des nouveaux méchants, on a Snoke et les Chevaliers de Ren. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse sur Snoke, arrêtez avec vos théories. Arrêtez. Les réponses, on les aura pas dans des romans ni dans des BD de suite, on les aura que dans les épisodes 8 et 9. Que ce soit sur Snoke, les parents de Rey, voire les parents de Finn, mais je suis même pas sûr qu'ils existent. Enfin, qu'on s'intéresse en tout cas. Donc, arrêtez, c'est super lourd, n'importe qui peut faire n'importe quelle théorie et trouver 10 000 arguments. Si vous voulez, moi je peux vous sortir une théorie dès maintenant, dire Rey, en fait, c'est la fille de Padmé, et d'un clone de Obi-Wan qui avait été mixé, dont les gènes ont été mixés avec ceux de Boba Fett et de Yoda et de Jar Jar Binks, et je peux vous trouver un paquet d'arguments pour appuyer cette théorie. Mais ça n'aura aucun intérêt, à part peut-être m'amuser, mais le problème c'est que toutes les théories qu'on lit en ce moment, c'est que des théories qui sont super sérieuses, qui vont prétendre vous révolutionner l'univers. Donc à un moment, si vous voulez faire des théories, amusez-vous à raconter des conneries, faites des stats sur les, je sais pas, les Jedi gauchers ou sur la nourriture. Là, ouais, si vous vous prenez pas trop au sérieux, ça peut être intéressant. Mais arrêtez de prendre des bouts de films pour faire des faits établis et dire oui, ça, je sais comment ça va se finir. Non. Ça vous intéresse pas, vous, d'être surpris en voyant les prochains films? Donc arrêtez avec ces putains de théories, s'il vous plaît. Juste. Et pour en revenir à Snoke et compagnie, ce qui est intéressant dans ce film aussi, c'est qu'on est revenu à une époque où il y a plein de mystères dans l'univers Star Wars. On se pose un tas de questions, que ce soit sur le passé, enfin, entre les épisodes 6 et 7, ou même sur le passé de la galaxie, puisque Luke est parti voir les anciens temples Jedi, donc on se doute qu'il y a des choses à découvrir de ce côté-là. Les méchants, on les connaît pas, on n'a jamais entendu parler d'eux, donc on se doute qu'il y a des choses à découvrir là-dessus, et c'est cool. C'est cool parce que ça rend curieux, on a envie d'en savoir plus. Et donc rien que pour ça, merci. Merci Lucasfilm, merci Disney. Pour moi, ce film a rempli complètement son contrat. Alors ok, il y a des défauts, mais je suis content. Je suis rassuré
parce que on part sur de bonnes bases, et moi je suis très curieux de voir les épisodes 8 et 9, et puis les spin-offs. Voilà. Qui es-tu? Quel âge as-tu? Que fais-tu? Eh bien, je m'appelle Simon Noulin, j'ai 27 ans, et j'habite à côté de Bordeaux. J'ai fait des études d'ingénieur en cognitique, ce qui me permet essentiellement de me la péter en expliquant ce qu'est la cognitique. Les sciences cognitives, c'est tout ce qui se rapporte à l'étude du fonctionnement du cerveau, de la pensée, de la mémoire, de la prise de décision, enfin globalement. Donc si on rajoute une couche ingénieur par-dessus, ça veut dire qu'on va bosser sur par exemple des interfaces pour des personnes en situation de handicap, ou même des interfaces pour tout le monde, par exemple des bornes pour acheter des billets de train, il y a des gens qui ont bossé là-dessus. On peut faire du cockpit d'avion, on peut faire de la réalité virtuelle, on peut faire du jeu vidéo, on peut faire plein de choses, et c'est plutôt cool. Alors d'ailleurs, on m'a demandé si Star Wars ça permettait de choper, bon, la réponse est non, hein. Mais la cognitique, clairement, oui. Pour ce qui est de mes activités actuelles, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de mission d'ingénieur. Là en ce moment, je suis surtout sur les vidéos, et sur du théâtre, que ce soit avec les digressions improvisées du professeur Van de Burn, ou avec d'autres choses. Et voilà. Et puis après, il y a d'autres projets qui sont en cours derrière, mais on va pas en parler de suite. Quel est ton film préféré? Quelle lecture conseillerais-tu? Alors je suis très mauvais pour toutes les questions de trucs préférés, donc voilà, je vais vous répondre La Cité de la Peur, parce que ça me paraît le plus simple. Et après, en lecture que je conseillerais, la lecture que je conseillerais à tout le monde, c'est Astérix, tous ceux scénarisés par Goscinny, donc tome 1 à 24, c'est la base, lisez-les. Est-ce que tu aimes? Alors globalement la réponse est oui, mais comme vous m'avez demandé plein de trucs, eh ben je vous affiche une liste là comme ça, voilà. Histoire de rajouter un truc, chocolat noir quand même, c'est mieux que les fruits. Hein. Quel genre de musique aimes-tu? Je sais pas trop pourquoi j'ai gardé cette question-là, parce que j'ai pas de genre préféré en fait. J'écoute plein de trucs, sans doute de la merde et sans doute des trucs bien. J'écoute beaucoup de musique de film. Et puis des musiques de jeux vidéo aussi, j'aime bien. Mais voilà, c'est une mauvaise question en fait. Combien faut-il de nains pour creuser en 2 jours un tunnel de 28 mètres dans du granit? Ah, voilà une vraie question. Non, je vais pas faire la question non. Je crois que d'après le docteur Pokowski, eh bien la réponse était 48. Mais je pense qu'en optimisant un peu, on doit pouvoir descendre à 42. Quelle est ta série préférée? Alors encore une fois, j'ai pas vraiment une série préférée, mais si je devais conseiller une série en particulier, en fait ce serait un groupe de séries, ce serait le DC Animated Universe, avec le Batman de 92 jusqu'à Justice League Unlimited, avec notamment Batman Beyond et Superman, même si Superman est un peu moins bien, parce que c'est super cool, c'est super développé, et ça prend pas les enfants pour des cons, donc c'est plutôt chouette. Et d'ailleurs, si vous cherchez à travailler l'anglais, et que les séries normales vous paraissent un peu difficiles, et ben les dessins animés c'est une bonne solution. Parce que le vocabulaire est pas trop compliqué, et ça marche bien. Es-tu pour ou contre le transhumanisme? Si on se limitait vraiment à pallier des handicaps, c'est-à-dire à redonner la possibilité de marcher à des gens qui ont perdu la mobilité, ou redonner la vue ou l'ouïe, bon, là-dessus, je trouve ça très bien, parce que oui, forcément, oui, c'est mieux. Mais par contre, là où ça m'inquiète un peu, c'est quand on parle de devenir plus fort, avoir plus de mémoire, devenir immortel, ce genre de choses. Je pense pas que ce soit une bonne chose de commencer à modifier l'être humain de cette façon-là. Mais après, voilà, la frontière est assez floue quand même entre le moment où on aide quelqu'un à pallier un handicap et le moment où on l'augmente réellement. Donc finalement, je suis surtout très content de pas avoir à juger, moi, de ce genre de choses. Lis-tu d'autres comics que Star Wars? Alors oui, je lis beaucoup de bandes dessinées, que ce soit comics, franco-belge ou manga, même si manga un peu moins en fait. Mais ouais, beaucoup. Alors en franco-belge, tout ce qui est Goscinny et Franquin, c'est bien, hein, c'est à la base. Et puis en comics, il y a pas quelques trucs de super-héros. J'aime bien Batman, mais j'aime bien aussi d'autres trucs qui sont pas trop connus, mais je pense que ça on en parlera dans Bienvenue dans l'univers. Je vais pas trop vous spoiler, mais ouais, j'aime bien les comics. Si Star Wars n'existait pas, quelle franchise à la place? Alors c'est une très bonne question, et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que en fait ça dépendait surtout de la période à laquelle je me suis mis à Star Wars, donc au collège, on en parlera un peu plus tard. J'avais envie de lire
découvrir des univers, des choses comme ça. Et donc en fait, si à l'époque on avait eu des comics Batman comme Urban Comics nous fournit maintenant, je pense que ça aurait été Batman. Donc si j'avais 12 ans aujourd'hui, ce serait clairement Batman. Mais en fait à l'époque je pense que ça aurait été de la mythologie grecque. Parce que je m'étais arrêté à l'Iliade et l'Odyssée et l'Énéide. Et je pense que j'aurais creusé plus de ce côté-là plutôt que de partir dans Star Wars comme je l'ai fait. To be or not to be? That is the question. Quel a été ton premier contact avec la science-fiction? Alors quand j'ai lu la question, je me suis dit que j'aurais jamais de réponse, et en fait, si, j'en ai trouvé une. Tintin. Objectif Lune, on a marché sur la Lune. Je pense que je les connaissais par cœur avant de savoir lire, donc ouais, clairement, ça doit être le premier contact avec la science-fiction. En quoi la vérification faite de la théorie d'Einstein sur les ondes gravitationnelles pourrait selon toi bouleverser notre vision de la science-fiction? Très très vaste question. Bon, alors déjà que la théorie soit prouvée par l'expérience, c'est très très bonne nouvelle. Super chouette. Après, par rapport à la science-fiction elle-même, je pense que ça va rien bouleverser du tout, parce qu'il y aura des auteurs qui vont beaucoup plus s'inspirer de tout ce qui est ondes gravitationnelles et des théories qui vont avec pour trouver de nouvelles histoires ou des nouveaux super-pouvoirs pour des super-héros. Mais voilà, j'attends pas énormément de choses de plus. Quel est ton livre préféré de Kaamelott? C'est peut-être un peu tôt pour dire le 7, alors je vais dire le 6. Que penses-tu de la réforme de l'orthographe? J'en pense que ça fait 25 ans qu'elle a été décidée, 25 ans qu'à peu près tout le monde dit que c'est de la merde, et que 25 ans que de toute façon on savait qu'un jour ou l'autre ça finirait par être appliqué, donc voilà. Et que par contre, en même temps, pendant que vous gueulez sur ces conneries de nénuphar avec un F, il se passe des trucs beaucoup plus graves à l'Assemblée. Il y a un gouvernement qui est en train de faire passer des lois pour changer la Constitution, pour modifier le Code du travail. Et que là, par contre, il y a beaucoup moins de gens qui gueulent. Et c'est triste. Voilà. C'est ce que je pense de la réforme de l'orthographe. Pourquoi Captain Tabouret? Parce que mon pseudo habituel, même les fans de Star Wars ne savent pas l'écrire. Donc pour YouTube, je me suis dit que ce serait plus intelligent d'avoir un pseudo facile à reconnaître et facile à écrire. Donc Captain Tabouret. Décris-toi en 3 mots. Grand, beau, intelligent. Est-ce que tu fais caca? Oui, je fais caca. Même que des fois j'en fais des au moins comme ça quoi. Décris-toi en 3 mots, pour de vrai. Si c'est pour de vrai alors, flemme, bolognaise, rhododendron. Où est-ce que tu achètes tes t-shirts? Eh ben, un peu partout en fait. Surtout dans des magasins ou dans des conventions, mais aussi sur internet des fois, voilà. Et puis des fois je l'ai fait aussi, c'est le cas pour le Faucon Millenium ou pour l'Escadron Rogue. Voilà, mais globalement, comme tout le monde. Hein. Est-ce que tu fais du sport? Par exemple, du sabre laser. Est-ce que courir pour attraper un train, ça compte? Parce que, voilà, même en comptant ça, c'est pas super régulier. Hein. Puis des fois je les rate les trains. Et par rapport au sabre laser, en fait ça m'intéresse pas des masses. Quand j'étais au lycée, je faisais un sport qui s'appelle le sport chambara, qui consiste en un art martial qui est dérivé du kendo. On se bat avec des armes longues, des armes courtes, une lance, un poignard, enfin voilà. Et des fois on a même 2 armes à la fois. C'est super diversifié comme sans doute le sabre laser, mais pour moi le fait qu'il y ait une vraie culture derrière, je trouve ça très intéressant parce que c'est beaucoup plus riche qu'une culture qui a été inventée, de toute façon. Une culture qui a des décennies d'existence, c'est un héritage culturel. Alors que, voilà, le sabre laser, ça peut pas avoir ce poids-là. Après, sur Bordeaux, vous avez aussi des gens qui font de la canne de combat. Là aussi, ça se rapproche assez du sabre laser, puisque maintenant, ils font pas mal de spectacles. C'est l'association de Volt et d'Assaut. Et là aussi, il y a quand même une grosse culture derrière, il y a des choses. Mais bon, je critique, mais moi je fais pas du sport régulièrement. Si vous, ça vous motive à faire du sport et à vous bouger, de faire du sabre laser, allez-y, foncez. Est-ce que tu as des projets de web-série ou de court-métrage? Avec des potes, c'est le genre de choses qui ressort tous les 3 mois. Allez viens, on va faire un court-métrage et tout. On discute un peu, et puis une semaine plus tard, on n'en reparle plus parce qu'on a la flemme. Mais oui, ça fait partie des envies. Mais voilà, ça arrivera le jour où on aura vraiment envie de le faire. Mais c'est pas de suite. Connexionnisme ou cognitivisme? Je suis plutôt connexionnisme, je pense sincèrement qu'on va arriver un jour à faire des intelligences artificielles, des vraies intelligences artificielles finalement, avec des réseaux de neurones. C'est un truc auquel je crois énormément, plutôt qu'à faire des boîtes avec des fonctions un peu séparées. Voilà, enfin après les 2 modèles permettent de faire plein de choses, de toute façon, donc il y en a aucun à jeter, mais moi plutôt connexionnisme, ouais.
Est-ce que tu vas à des conventions? Alors en tant que visiteur, je suis un peu lassé de tout ce qui est Japan Expo, Comic Con. Voilà, c'est beaucoup trop grand, il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop commercial. Voilà, je m'y retrouve plus, peut-être que c'est une question d'âge, j'en sais rien. Je retourne cette année encore, comme depuis 5 ou 6 ans, à QC, la génération Star Wars et science-fiction. Les 30 avril et les 1er mai prochains, c'est un endroit qui est super, c'est gratuit, c'est à côté de Vichy, donc c'est un peu paumé, mais c'est comme ça. Ouais, c'est une chouette convention, l'ambiance est bonne, il y a aussi un concours pour tous les gens qui sont super calés sur l'univers étendu. On se fait rétamer à chaque fois, mais voilà, c'est toujours un plaisir. Et puis, venez, c'est super. Pour ce qui est d'être invité dans des conventions, pour l'instant personne m'a encore invité, mais en même temps c'est un peu normal parce que j'existe vraiment sur YouTube que depuis 2 mois, et je suis pas sûr que les organisateurs de conventions savent eux-mêmes que j'existe, donc voilà. Ça viendra, le jour où on m'invitera, je pense que je viendrai, mais voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de la suppression de l'univers étendu? Eh ben, moi ça m'emmerde, comme beaucoup de monde, mais en même temps, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Pour vous expliquer pourquoi ça m'emmerde, eh ben c'est parce que ça veut dire qu'on tire une croix finalement sur un univers qui était super cohérent, super riche et unique, surtout unique, parce que c'est un univers où on avait développé 25 000 ans, sans avoir de version alternative, comme on peut avoir chez Marvel ou chez DC Comics, c'est-à-dire que finalement chez eux, toute l'histoire que vous vivez, c'est sur l'époque où les super-héros ont entre 20 et 50 ans, pas plus. Donc ça fait 70 ans que ça dure, on se lasse parce que les personnages ne vieillissent pas, ou pas vraiment, puis ils meurent, ils reviennent, c'est chiant. Moi je trouve ça un peu chiant à la longue, alors que Star Wars, vous avez 25 000 ans de chronologie. Alors oui, il y a des petites incohérences parfois, mais quand un personnage meurt, il revient pas. Quand il y a un truc qui se passe, même si c'est un auteur de merde qui l'a écrit, c'est respecté. Alors oui, encore une fois, il y a eu quelques histoires dans les années 80 qui ne sont plus pris en compte. Enfin, qui n'étaient plus pris en compte. Mais globalement, ça se tient. Vous avez pas 15 000 versions de comment Yann a gagné le faucon à Lando au sabak. Donc voilà, les personnages ils vieillissent, ils se marient, ils ont des enfants, des fois ils meurent. Il y a vraiment une évolution. Alors que chez Marvel ou DC, t'as l'impression que tout peut arriver. Et finalement c'est pas important parce que tout peut revenir comme c'était avant. Dans Star Wars ça revient jamais comme c'était avant. Mais après avec l'arrivée des nouveaux films, il n'y avait pas tellement le choix. Parce que forcément ils voulaient réutiliser Luke, Yann et Leia 30 ans plus tard, c'est complètement logique. Mais le problème, c'est que il y avait déjà des bouquins à cette époque-là. Il y avait déjà toute une histoire. Il allait falloir expliquer ce qui s'était passé pendant les 30 années précédentes. Bon, je vais raconter des bêtises, mais si dans le texte de début, il avait fallu expliquer que R2-D2 avait été détruit par un Luke Skywalker qui était tombé du côté obscur, mais que sa sœur, par exemple, Leia, avec Yann, ça se passait pas bien, donc elle a eu un enfant à côté, et cet enfant, lui, il est devenu l'apprenti de Luke, donc l'apprenti Sith finalement, et que de son côté, Lando a une fille, et que cette fille était sensible à la Force, et qu'elle a dû donc défoncer le fils de Leia, et ramener Luke du côté lumineux. Par exemple. Voilà. Bon. Comment vous commencez un film, et vous expliquez aux gens qui sont juste venus voir un Star Wars, qu'ils ont raté tout ça? Donc à un moment, il n'y avait pas trop le choix, fallait débarrasser ce futur pour en créer un nouveau. Et du coup, quitte à enlever une partie de l'univers étendu, le plus simple et le plus propre, c'était quand même de tout enlever. Et donc de repartir sur des bases simples pour que tout le monde puisse reprendre Star Wars sur la base, qui seraient donc les films et les dessins animés The Clone Wars. Et l'autre avantage au fait qu'ils aient vraiment mis de côté tout l'univers étendu, c'est que ça va pas se faire grignoter par tout ce qui est nouveau. Pour repartir sur un exemple simple de ce qui est arrivé, si on prend la série animée The Clone Wars, bon, elle est arrivée en 2008, et on nous a présenté ça comme la guerre des clones. Sauf que la guerre des clones, nous on l'avait déjà vécu entre 2002, donc l'épisode 2, et 2005, l'épisode 3, à travers une dizaine de BD, une dizaine de romans, une série animée et de jeux vidéo. Et tous ces trucs-là, ils étaient déjà à peu près cohérents entre eux. Ils étaient conçus pour coïncider, et ça fonctionnait bien, ça nous racontait l'histoire de la guerre des clones, du début à la fin, et ça nous introduisait parfaitement l'épisode 3. Mais ils nous ont dit, ah non mais tout ce qu'il y avait avant, c'est encore valable.
Donc voilà, et puis épisode par épisode, ils ont grappillé, ils ont enlevé des trucs, il y a des machins qui fonctionnent plus. Et puis après, il y a d'autres bouquins plus tard qui ont pris en compte les informations de The Clone Wars. Ce qui fait que finalement, on se retrouve avec un univers un peu bâtard, parce qu'il y a des morceaux qui existaient avant et qui étaient cohérents entre eux, et puis on en a bouffé, on en a mis d'autres à la place, et qui sont reliés quand même à d'autres choses qui... Enfin, ils auraient pu continuer sur cette voie-là en disant non mais ça va rester cohérent, faites-nous confiance. Et ils auraient raconté d'autres choses. Et ils auraient modifié des personnages, des trucs comme ça, et moi ça m'aurait gonflé. Alors que là, on met tout de côté, on repart sur autre chose, et on peut respirer. L'ancien univers il existe toujours, on l'a, il y a des bouquins, des BD, c'est encore vendu en librairie, pas de souci. Et à côté de ça, on a le nouvel univers qui part sur autre chose. Et moi ça me va. Donc voilà, je trouve ça dommage parce que on avait une seule continuité, et même s'il y a pas mal de petites incohérences, mais c'est mineur par rapport à la taille de l'univers qui a été développé. Donc voilà, même si on perd ce côté un seul univers, et qu'on commence à avoir des univers parallèles du coup, et il fallait le faire. C'était nécessaire, et c'est une bonne chose que Lucasfilm ait osé le faire. Comment as-tu découvert Star Wars ? Alors, comme pas mal de gens de ma génération, je pense que j'ai découvert Star Wars en 97, au cinéma avec l'édition spéciale, et j'ai poursuivi après en 99 avec l'épisode 1. Voilà, j'aimais bien Star Wars, mais sans plus, enfin, pour moi c'était juste des films. Et c'était pendant l'été 2001, je cherchais de la lecture, et je suis tombé sur des romans Star Wars, la trilogie Han Solo, et du coup je les ai achetés, et puis je les ai bouffés en une semaine. Et puis à partir de là, je me suis mis en tête de récupérer tous les bouquins qui existaient sur Star Wars. Donc j'en avais une quarantaine de retard à l'époque, mais bon, finalement à 4,88€ le roman, bon, il m'a fallu 2 ou 3 ans pour les récupérer, mais voilà. Et encore plus pour les lire par contre, hein, parce que ça prend du temps tout ça. Et voilà, puis après j'ai continué à les acheter au fur et à mesure. Pour les BD, ça a mis plus de temps que ça, parce qu'il n'y avait pas d'éditeur qui s'occupait des BD Star Wars en France correctement, on va dire. Vers 2003-2004 que Delcourt a vraiment bien fait le boulot, et à partir de là, c'était parfait, quoi. J'avais aussi essayé les guides de jeux de rôle pour jouer avec les copains, mais en fait moi je savais pas faire de jeux de rôle, puis eux non plus, donc voilà, masteriser une première partie quand on connaît pas comment fonctionne le jeu de rôle et qu'on n'y a jamais joué, et c'est pas facile, puis c'est pas très drôle, donc voilà, on a vite arrêté. Par contre j'ai fait pas mal de RPG Maker, j'ai tenté un premier jeu sur RPG Maker, Star Wars, puis comme c'était trop compliqué, je me suis dit je vais en faire un deuxième et lui il sera plus facile, erreur. Du coup j'en ai fait un troisième aussi, pareil, j'ai dû en faire 3-4 peut-être, des débuts de jeu qui n'ont jamais abouti, mais c'était cool. J'ai eu internet à partir de 2006, donc jusque là je m'informais surtout chez les potes ou au CDI, sur les sites de fans de Star Wars. Et donc quand j'ai eu internet, j'ai voulu marquer le coup, je me suis inscrit sur Star Wars Universe, comme ça j'ai pu discuter avec plein d'autres fans, et puis je me suis fait plein de potes aussi, donc ça c'était cool. Et puis petit à petit, je me suis impliqué dans des projets pour le site, et puis je suis rentré dans le staff, j'y suis toujours. Au début j'ai commencé graphiste, je fais d'autres trucs. Là maintenant je m'occupe surtout de tout ce qui est Lego, et tout ce qui est BD de fans. Du coup ça me fait une bonne transition, puisque j'ai fait de la BD de fans. Je faisais des comic strips, donc des strips en 3 cases, avec un gag, qui sortait une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. C'était sur Yoda et l'entraînement de Luke sur Dagobah. C'était cool, mais je me suis mis un peu trop de pression dessus, et au bout d'un moment, ça a fini quasiment en burn-out. Même aujourd'hui, je me sens pas de m'y remettre, et c'est con, parce que du coup, j'ai laissé l'histoire complètement en plan au bout de 3 tomes, donc voilà, ça m'embête un peu, mais un jour, peut-être. Voilà, c'était le petit moment de dépression. Enfin bon, j'espère qu'un jour je trouverai le courage de reprendre la suite, parce que bon, j'ai quand même les idées pour les tomes 4, 5 et 6 qui sont écrits sur un cahier, ce serait dommage de les perdre, mais voilà, pas de suite, on verra. À combien estimes-tu ta collection ? Alors globalement, on doit être sur 200 romans, 200 BD, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai pas les chiffres précis en tête, si ça vous intéresse vraiment, allez sur Star Wars Universe, je vous mettrai le lien de mon profil, puisqu'on peut cocher tous les éléments, tous les bouquins, tout ce qu'on a, même les jeux et compagnie. Donc voilà, si vous voulez vraiment savoir tout ce que j'ai dans ma collection, vous avez le lien et puis vous aurez le détail.
Après, si on devait donner un prix, j'en sais rien, je m'en fous. Est-ce que tu aimes les Lego? J'aime beaucoup les Lego, mais pas que Star Wars. Mais le problème, c'est que ça coûte cher et que ça prend de la place. Du coup, j'ai tendance un peu à me limiter. Et au passage, pour ceux qui se demandaient d'où sort le R2D2 que j'ai dans l'émission, eh bien, il vient du set 9748, Droid Developer Kit, qui est sorti en 1999. Donc, autant dire que pour l'acheter aujourd'hui, ça va être un peu compliqué. Quel est ton objet préféré? Alors, c'est la statuette de garde royale, parce que c'est le premier et sans doute un peu le seul objet sur lequel j'ai mis plus de 30 €, parce que voilà, j'ai vraiment eu un coup de foudre quand je l'ai vu à QC, encore une fois. Voilà, je l'ai regardé pendant tout le week-end, je passais devant, et puis le dimanche, j'ai fini par l'acheter parce que je l'aimais bien, quoi. Et donc voilà, le garde royal. Quel est l'objet dont tu es le plus fier? En fait, je suis surtout fan de la collection entière, d'avoir réussi à réunir tout ça. Après, si je devais désigner un seul objet, je pense que ce serait le casque de pilote, parce que bon, ça va encore se rapporter à QC, mais c'était le prix pour remporter le concours Jedi, donc le quiz pour les qualités de l'univers étendu. Et ben voilà quoi. Enfin, je l'ai gagné une fois dans ma vie. J'espère le gagner une deuxième fois, peut-être un jour. Mais voilà, je suis assez fier d'avoir remporté ce concours. Et du coup, c'est fier d'avoir ce casque. Quel est l'objet le plus rare de ta collection? Alors en officiel, j'ai pas grand chose de rare. Voire rien de rare, parce qu'en fait, j'achète quasiment que les BD et les romans, donc pas grand chose de rare là-dedans. Après, ce que j'ai vraiment en rare, c'est des trucs qui sont pas officiels, qui sont faits par des fans. Donc par exemple, ce Yoda, j'espère que ça fait le point dessus. Bon, c'est des pièces Lego officielles, mais c'est une sérigraphie qui a été faite par William de Hotbricks, hotbricks.com, hein, donc un site où vous avez toutes les actualités sur les Lego Star Wars et même les Lego super-héros. Et donc c'est un site qui est plutôt cool. Et je sais pas combien il est édité, mais moi je suis très très fier d'en avoir un. Voilà. Est-ce que tu as des objets insolites à montrer? Alors celui-là, vous l'avez déjà vu dans la vidéo sur les sites, c'est Dark Vador. Voilà. Mais en fait, ce que vous n'avez pas vu, enfin pas tous en tout cas, c'est que c'était un flacon de shampoing. Voilà. C'est rigolo. Ça sert à rien par contre. C'est vide. Est-ce que tu as un sabre laser? Alors oui, j'en ai un, petit, en plastique, parce que c'est un cadeau, mais après moi les sabres laser, c'est pas ma grande passion en fait. Voilà. Quel est ton premier objet Star Wars? Ça date d'avant que je sois fan, c'est les cartes à collectionner BN, je les ai même pas toutes d'ailleurs, donc parce que ça date de 97, et voilà. Cartes à collectionner BN. Est-ce que tu gardes tes figurines sous blister? J'ai pas de figurines, donc je les garde pas sous blister. Par contre, les Lego, je garde les boîtes, parce que je les trouve cool. Mais bon, je les ouvre quand même, hein. Sinon on peut pas jouer avec les Lego. C'est dommage. Qu'est-ce que tu n'as pas dans ta collection? Déjà toutes les figurines et la plupart des produits dérivés, hein. Enfin, ma collection, c'est surtout des bouquins. Mais alors du coup, ce qui me manquerait niveau bouquins, c'est surtout des trucs qui n'ont pas été édités en français, surtout des romans jeunesse, et pas mal de guides. Naïvement, j'ai attendu qu'ils soient traduits en français. Vas-tu suivre la nouvelle collection Hachette avec la plupart des BD de l'univers étendu? Non, parce que je les ai déjà, donc je vais pas les avoir en double. Les seules histoires que j'ai en double, c'est celles qui sont dans les magazines, parce que j'aime bien les avoir bien rangées dans l'ordre, et dans les magazines sans bordel. Et puis pour l'illustration qu'il y a sur les dos, j'ai déjà en poster, donc voilà. Un avis sur le prix des livres d'occasion. Comme les romans Star Wars sont pas édités à 10 milliers d'exemplaires, il y a une certaine rareté sur le marché de l'occasion. Donc, certains connards, on va les qualifier de connards parce que c'est le mot qui me paraît le plus approprié et finalement le plus poli, certains connards, donc, les vendent certains romans à plus de 100 €. Dark Plagueis actuellement a dépassé les 100 €. On n'est pas tout à fait sur un exemplaire unique avec des enluminures datant du 15e siècle, voilà. Non, là on est sur un roman de poche. Donc voilà. Je pense que qualifier ces gens de connards, c'est pas excessif. Mais heureusement, il y a des solutions pour vous qui voudriez peut-être lire ces romans sans avoir à débourser une fortune. Alors premièrement, si vous n'avez pas de problème avec l'anglais, eh bien achetez-les en anglais, parce qu'ils sont tout le temps réimprimés et donc ils sont disponibles. Deuxièmement, même si vous avez les moyens et que ça vous fait très envie, ne les achetez pas à ce prix-là. C'est simple, hein, l'économie, ça fonctionne avec la loi de l'offre et de la demande. Si vous n'achetez pas les romans à ce prix-là, eh ben, les gens vont finir par baisser leur prix. Et le jour où vous trouverez un prix qui vous paraîtra abordable, eh ben là vous le prenez.
Troisièmement, soyez patient. Parce qu'il n'y a pas que des connards non plus, il y a aussi des gens qui vont un jour vendre leurs livres à un prix raisonnable, en brocante ou sur des sites de vente en ligne. Et voilà, ceux-là, ils vont pas le vendre 100 euros, ils seront sympas. Faut surveiller régulièrement, parce que de toute façon, voilà, ce seront des affaires, et si vous les ratez, bah, si ça se trouve, ce sera un connard qui le rachètera pour le revendre 100 euros, hein, ça existe. Mais voilà, soyez patient, et si vous voyez une offre passer, prenez-la. Et quatrièmement, ce qui me semble être la meilleure solution, eh ben, utilisez le formulaire de contact du site de Pocket. Je vais vous mettre le lien dans la description, parce que bah, ça marche en fait. C'est une compagnie comme une autre, Pocket. Si vous êtes assez nombreux à leur dire que vous avez envie de lire un bouquin, eh bien à un moment, ils vont l'éditer, donc le réimprimer, enfin voilà. Et si ça se vend, parce que forcément, faut quand même qu'il y ait des ventes qui soient à la hauteur des demandes qu'il y a avant. Mais si ça se vend, et ben à chaque fois que il y aura assez de gens qui demanderont la réimpression d'un bouquin, et ben ils vont le faire. Donc voilà, spammez-les, pas trop non plus, et achetez les bouquins, mais faites-le. Et la preuve que ça marche, c'est que bah, si vous allez sur ce mail de contact actuellement, vous allez voir qu'il y a 4 petites précisions avant pour dire par exemple que les romans Pocket Jeunesse, bon bah si vous avez des remarques là-dessus, c'est pas sur ce site-là. Et le quatrième, c'est une ligne qui s'appelle Star Wars, et qui dit que bah, le roman Dark Plagueis est actuellement en cours de réimpression, et qu'il sera disponible très prochainement. Donc ça veut bien dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont servis de ce formulaire pour dire on veut ce bouquin, et que Pocket les a entendus. Ils sont en train de le réimprimer, et ce sera bientôt disponible en librairie. Donc, ça marche. Si vous envoyez des mails, des trucs en remplissant ce formulaire, eh ben, il y a des chances qu'ils les réimpriment. Donc servez-vous-en, parce que, visiblement, ça fonctionne. Mais alors, par où on commence ? Je crois que c'est la question qui revient le plus souvent depuis que j'ai créé la chaîne, c'est par où commencer, qu'est-ce qu'il faut lire pour commencer Le problème, c'est que j'ai pas de conseils à vous proposer, enfin pas de conseils uniques. Des points d'entrée dans l'univers Star Wars, vous en avez, je sais pas, 30 ou 50. Donc en fait, le meilleur point d'entrée, c'est le vôtre. C'est ce qui va vous plaire. Qu'est-ce qui vous intrigue ? Sur quoi vous êtes curieux ? Et bah ça, à moins de discuter avec vous individuellement, je peux pas trop le savoir. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est vous renvoyer vers un lien, vers une page internet, qui vous donne plein de conseils pour commencer l'univers étendu, suivant ce que vous aimez, si vous préférez les Jedi, si vous préférez les Sith, si vous préférez des histoires avec des pilotes de chasse, ou avec des contrebandiers, si vous préférez des histoires qui se passent dans l'ancienne République, ou qui se passent loin dans le futur, ou alors à l'époque des films. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est cette page, donc sur Star Wars Universe, le dossier l'univers étendu pour les nuls, c'est fait pour vous donner des conseils, il y a toute une partie sur par où commencer, donc je vous laisse le lien dans la description, et allez lire, parce que je pense que vous trouverez votre bonheur. Mieux que si je vous faisais une petite réponse de 3 lignes dans un commentaire de vidéo YouTube. Et sinon, pour commencer l'univers étendu, vous avez aussi mes vidéos, qui sont faites pour, en fait, mais voilà, il n'y a peut-être pas besoin de préciser. La chaîne YouTube. Alors déjà, pourquoi ? Eh ben, sur Star Wars Universe, et je pense que c'est un peu pareil sur tous les sites de fans de Star Wars, le gros problème qu'on a, c'est que bah, les gens qui sont pas des gros fans, ils ont pas tendance à venir. On a beaucoup de mal à attirer ce qu'on appellerait plutôt le grand public, finalement. Donc des gens qui ont vu les films et qui sont vaguement curieux de Star Wars, mais qui n'ont pas lu tous les romans, qui collectionnent pas 15 000 trucs. Voilà, des fans normaux, en fait. C'est la majorité des fans de Star Wars qui sont comme ça. Donc voilà, il y avait une certaine frustration. On fait un site de fans pour partager notre passion pour Star Wars, et on a énormément de mal en fait à le partager avec des gens que ça pourrait intéresser. La preuve, vous êtes venus sur mes vidéos, mais je suis pas sûr que vous alliez sur tous les sites de fans de Star Wars. Et en parallèle, sur YouTube et Dailymotion, ben, on a vu émerger plein de chaînes, que ce soit sur du gaming, sur de l'histoire, sur des sciences, sur un peu tout, et qui fonctionnent. Parce que finalement, il y a des gens qui ont réussi à montrer que si on avait des choses intéressantes à raconter sur YouTube, il y avait un public qui était prêt à écouter ces choses intéressantes. Et il se trouve que Star Wars, je trouve ça très intéressant, et que donc, bah, il fallait peut-être en parler sur YouTube pour qu'il y ait d'autres gens qui viennent s'y intéresser. Je sais pas si c'est très clair. Donc voilà, moi ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire des vidéos, mais je savais pas spécialement comment faire. Et puis à un moment je suis arrivé en fin de CDD, et puis je trouvais pas de boulot qui me plaisait vraiment derrière. Donc je me suis dit, bah allons-y, profitons du chômage pour
pour tenter, découvrir. Donc je me suis formé à la vidéo, et puis en avant. Et voilà. Est-ce que tu t'attendais au succès de ta chaîne? Alors oui et non. Oui, parce que je savais que Star Wars était super intéressant, donc que ça allait finir par toucher des gens. Mais non, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit si soudain, en fait. Vraiment, enfin, je savais qu'avec l'épisode 7, forcément, il y allait y avoir des gens qui arrivaient, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus progressif. En fait, les gens sont arrivés vraiment, je sais pas si je vais mettre un diagramme ou quoi, mais ça a vraiment arrivé comme ça du jour au lendemain. Je pensais que ça allait être beaucoup plus progressif que ça, et après je trouve ça très gênant parce que j'ai dépassé un nombre d'abonnés, des gens que je regarde depuis des années, et que je trouve bien plus talentueux que moi, et qui méritent beaucoup plus, surtout, d'être vus. On peut prendre Brickfan par exemple, il fait des vidéos sur Star Wars et Lego qui sont vraiment très bien, et bon, ok, ça peut avoir l'air enfantin comme ça, mais c'est quelqu'un qui connaît bien mieux les films Star Wars que moi, et qui c'est un vrai réalisateur. Regardez ses introductions, regardez tout ce qu'il peut raconter sur les films, franchement, ce que je fais, c'est de la merde à côté. De très loin. Sinon, vous pouvez aussi regarder des trucs utiles comme le Stagiairite. Ça décrypte un peu le langage des politiques. De toute façon, on sait qu'on se fait enfler, mais ça a tendance à bien expliquer comment et pourquoi. Et je trouve ça très intéressant. Peut-être plus pertinent que des vidéos sur Star Wars. Une autre émission d'intérêt général, ça peut aussi être Les pavés dans la mare de Ginger Force. Parce que, voilà, si vous avez l'impression qu'on vit dans une société où l'égalité homme-femme est un fait acquis et que tout va bien, eh ben, regardez et apprenez. Parce que ça fait réfléchir. Et puis, quitte à faire de la pub, vous avez aussi une toute petite émission qui n'a pas assez d'abonnés. Ça s'appelle Dessine-moi un dragon. Ça parle de produits culturels, donc que ce soit de BD ou de romans ou de séries télé qui sont à la base faites pour des enfants, mais qui sont faites intelligemment. Et je suis sûr que ce serait très intéressant aussi pour pas mal d'adultes de regarder ce genre de programme. Quelles sont tes inspirations? Je joue très peu aux jeux vidéo, mais bizarrement, c'est deux émissions de jeux vidéo qui m'ont le plus inspiré pour faire les légendes de la guerre des étoiles. Alors déjà, il y a 3615 Usul. Il y avait un côté faussement sérieux et académique avec plein de petites vannes derrière et je trouvais ça super cool. J'ai aussi pas mal repompé 3615 sur la mise en scène, sur le fait d'avoir un plan large, un plan serré, plan de côté, ce genre de choses. Je me suis énormément inspiré de ça. Et après, il y a l'Antre du Mea, parce que c'est Défonce, qui s'intéresse à énormément de choses des années 80 et 90, que moi déjà de base j'aime ça. Il fait des émissions qui sont assez longues, sur du 15, 20, 25 minutes, et il n'hésite pas à faire des grosses digressions pour raconter des choses intéressantes, des petites anecdotes, des trucs comme ça. Moi je trouvais que ça fonctionnait vachement bien, et donc je m'en suis pas mal inspiré pour faire les légendes. Et puis bon, j'ai aussi pompé plein de trucs ailleurs, mais au niveau des deux inspirations principales, c'est vraiment Usul et Mea, clairement. Qu'est-ce que c'est que cette boîte noire qui te sert d'écran? Alors ce qui me sert d'écran en fait, c'est un couvercle de magnétoscope, avec des morceaux de carton rouge derrière pour que ça s'affiche dans les trous, et voilà. Et après sur l'incrustation, c'est Adobe Premiere. Vas-tu aborder d'autres sujets que Star Wars? Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une émission qui s'appelle Bienvenue dans l'univers, qui me permet de présenter des univers de fiction qui ne sont pas Star Wars. Après si la question c'était est-ce que je vais développer d'autres émissions longues du même type que les légendes de la guerre des étoiles sur d'autres univers, non. Parce que ça me prend déjà bien assez de temps comme ça sur Star Wars, non. Et faire d'autres formats d'émissions. Débat, gaming, format plus court. Alors déjà non, pas de gaming, parce que je joue très peu. Pas d'émissions courtes sur Star Wars parce que ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire des tops, ni des petites vidéos super courtes pour vous dire « Hey, venez voir, je vais tout vous dire sur la jeunesse de Yoda », alors qu'en fait, si ça dure pas longtemps, c'est juste qu'il n'y a rien à dire. Je suis désolé, la jeunesse de Yoda, ça fait partie des grands mystères que Lucas veut qu'on respecte, donc on saura sans doute jamais rien, je peux rien y faire, désolé. Puis voilà, moi ça me plaît d'avoir un format dans lequel je puisse parler à la fois d'histoire, de culture, balancer des anecdotes à la con de temps en temps, enfin voilà. Je peux déjà faire tout ce que je veux dans les légendes, donc je vois pas l'intérêt de rajouter d'autres émissions. Est-ce que tu as d'autres collaborations en prévision? J'aimerais bien, mais en même temps, pas trop non plus. Parce que en fait, si vous voulez, en décembre j'ai fait donc une collaboration avec les Tomatropes, et c'était super, je suis très fier de la vidéo, mais le problème c'est que pendant ce temps-là, moi je bossais pas sur Qui-Gon. Et c'est surtout parce que je suis pas capable de bosser sur plusieurs sujets en même temps. Donc si vous voulez, le problème des collaborations, c'est que si j'en fais, ça fait je vais pas avancer sur les autres vidéos en même temps. Et ça m'embête, clairement, de sortir une légende de la guerre des étoiles tous les 3 mois,
pas un rythme correct. Déjà, 2 mois, ça fait beaucoup, mais je pense que j'arriverai pas à tenir une vidéo par mois, de toute façon. Donc voilà. Essayer de faire des collaborations, oui, mais faut pas que j'en fasse trop, parce que sinon je vais plus sortir de Légende de Guerre des Étoiles, et ça m'embête. As-tu un planning de sortie des vidéos? Dans ma tête, j'ai un planning, mais je vous le donnerai pas. Parce que, déjà, regardez cette vidéo. Je l'avais annoncée pour le 24 février. Est-elle sortie le 24 février? Non. Évidemment, non. Donc voilà, la vidéo sur Qui-Gon, par exemple, je la prévoyais en septembre. Et puis entre-temps, j'ai traîné, ça on peut le dire. Après, j'ai eu l'idée de faire la vidéo sur la nourriture, donc ça a encore retardé. Puis j'étais vachement plus motivé pour la nourriture que pour Qui-Gon, donc je foncé sur la nourriture. Puis après, il y a eu la collaboration, et puis après, il y a eu décembre, l'épisode 7, tout ça, enfin... Donc si je vous annonce un planning, ça va pas le faire. Parce que vous allez attendre une vidéo, et puis elle sortira 6 mois plus tard. Comment choisis-tu tes sujets? J'ai plein de critères pour choisir mes sujets. Déjà, faut pas que ça nécessite d'avoir vu autre chose que les films. En tout cas, pour le moment. Mais vu qu'il y a bien assez de points d'entrée dans l'univers, je préfère y aller par ces points d'entrée-là, plutôt que d'aller partir sur des sujets comme les Mandaloriens, qui sont quand même beaucoup plus compliqués, et ça on verra plus tard. Ensuite, il y a une question de diversité. Star Wars, ça se passe pas que à l'époque des films, et il n'y a pas que des histoires de Jedi. Il y a des histoires qui se passent longtemps dans le passé, il y a des histoires qui se passent dans le futur, et il y a des histoires qui se passent entre les films. Il y a des histoires qui concernent des pilotes, des histoires... Enfin, il y a vraiment une grande diversité de sujets possibles, et j'essaie de partir sur des choses différentes à chaque sujet. Après, je dis pas que j'ai pas vaguement une trame à un moment, mais en tout cas, faut vraiment que ce soit des sujets qui, de l'un au suivant, soient un truc différent. Donc par exemple, le dernier, c'était sur Qui-Gon Jinn, ne vous attendez pas à avoir un sujet sur les Jedi de suite. C'est comme ça. Un autre critère, ce serait de faire des vidéos qui soient re-regardables d'ici quelques années. C'est-à-dire que c'est des vidéos qui seront pas obsolètes dans 2 ans. Parce que voilà, par exemple, si on me demande de faire des vidéos sur Snoke, je vais pas faire de vidéos sur Snoke de suite, parce que il y aura l'épisode 8, il y aura l'épisode 9 qui vont nous apprendre encore plein de choses dessus. Et donc du coup, si vous regardez une vidéo sur Snoke que j'aurais fait maintenant, dans 5 ans, elle n'aura aucun intérêt. Alors que, une vidéo sur les premiers épisodes 7, ou sur l'histoire du Faucon, en tout cas dans l'univers légende, et c'est carré. Ça, on fait le tour du sujet déjà, et puis, il y a pas grand chose à rajouter. Éventuellement, on pourrait modifier un peu la conclusion pour insérer 2-3 infos pour une ouverture vers un autre sujet, mais le sujet est traité. Et pour les bienvenus dans l'univers, le choix se fait un peu plus à l'arrache. J'essaie de varier les supports entre BD, films, séries, ce genre de choses. Et puis, faut pas que ce soit des univers qui soient trop larges, parce que voilà, des Marvel, DC, Doctor Who, je peux pas traiter ça en 5 minutes. C'est pas possible. Après, il faut quand même avoir des choses à raconter sur cet univers, parce que j'ai testé sur certains films, trouver 2 axes intéressants, c'est pas toujours le cas. Comment fais-tu pour réaliser un épisode de ton émission? Je crois que je vais sauter cette question parce que ce sera très long à expliquer, il est 5h30 du matin, je suis un peu fatigué, et je pense que cette foire aux questions est déjà bien longue, donc on en parlera une autre fois, ou je ferai un making-of, je sais pas, enfin on verra, mais une autre fois. De quelle vidéo es-tu le plus fier? Eh ben ça doit être la première, en 2 parties, sur les premiers épisodes 7. Parce que c'est la première, que avant ça je partais quasiment de rien, que j'avais déjà filmé vaguement des trucs, mais je n'avais jamais écrit de contenu pour une vidéo, je n'avais jamais fait vraiment de travail de mise en scène, ni de montage de vidéos, de ce genre de choses. Donc vraiment j'étais parti de rien, et je suis très fier d'être arrivé jusque là. Bon, il y a eu 3-4 versions entre temps, hein, parce que j'aurais jamais fait ça du premier coup, mais voilà, je suis très fier de ce résultat-là, et je crois en plus que j'en suis fier parce que ça doit être la seule vidéo, ou une des rares en tout cas, sur laquelle je me suis pas dit après, ou même maintenant, 1 an après, que il y avait des choses à revoir, que il manque quelque chose, que si j'avais retouché la conclusion, ça aurait été mieux, si voilà. C'est le genre de regret que j'ai énormément sur pas mal de vidéos, quasiment sur toutes, donc ne pas en avoir sur celle-là, je suis plutôt content. Si ta chaîne continue à grandir, souhaiterais-tu en vivre? Pour l'instant j'hésite encore, est-ce que je monétise, est-ce que je cherche des partenariats, je sais pas, parce que j'ai quand même un peu peur de me retrouver coincé, mais parce
que toucher de l'argent c'est toujours agréable, hein, mais faudrait pas que ça devienne une pression pour que je sorte plus de vidéos, plus souvent, plus vite, enfin bon, ça me plaira pas, de toute façon. Donc, bon après, si demain on me propose un contrat qui me permet de parler de Star Wars sur YouTube, et de faire quand même à peu près ce que je veux, bon, bah, je vais y réfléchir, forcément. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que ça se fera avec transparence, et que s'il y a des partenariats, eh ben, ce sera indiqué sur les vidéos. Parce que, voilà, c'est normal. Est-ce que tu comptes prendre un padawan sur tes vidéos? Bah en fait, j'ai conçu ce format pour pouvoir tout faire tout seul, donc un padawan, je saurais pas quoi lui faire faire. Et puis comme je suis très très désorganisé, ce serait très compliqué de s'organiser avec quelqu'un d'autre en fait. Donc non, je garde R2. Est-ce que tu vas continuer à répondre aux commentaires des vidéos? J'aimerais bien. Au début, les commentaires, je savais pas trop quoi en faire, parce que moi je suis pas quelqu'un qui a tendance à en écrire, et du coup en recevoir, je savais pas trop quoi répondre, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait ça me faisait quand même super plaisir, que c'était pas méga compliqué non plus de discuter avec les gens, et que voilà, ça se faisait. Donc maintenant j'essaie de répondre à tout le monde. En décembre, on va pas se mentir, hein, j'ai passé 4 ou 5 heures par nuit à répondre à tous les commentaires des vidéos. Ça prend du temps, c'est fatigant, mais à côté de ça, ça fait super plaisir, donc voilà, c'est une balance. Si à un moment ça devient intenable, eh ben, j'arrêterai de répondre, parce que si c'est pas tenable et que je passe plus de temps à répondre aux commentaires qu'à préparer des vidéos, c'est un problème. Donc on verra, mais pour le moment, je vais continuer à répondre. Les sujets futurs. Ce serait vraiment long de répondre à chacune de vos idées de sujets une par une, donc en fait j'ai répondu à tout d'un coup, parce que vous en avez vraiment envoyé beaucoup. Donc, en avant. Alors vous aurez pu noter que dans cette liste, il y a beaucoup de oui. Et le problème, c'est que moi, de mon côté, j'ai aussi pas mal de sujets en réserve. Et le troisième problème, c'est que je sors pas beaucoup de vidéos. Si je sors 10 légendes de la Guerre des Étoiles en un an, ce sera vraiment très bien, honnêtement. Donc, il y a des sujets qui vont attendre longtemps. Il y a des sujets qui, même si j'ai répondu oui, ne seront peut-être même pas traités, parce que bah, si ça se trouve, dans 2 ans, ou même dans 1 an, la chaîne, je l'arrêterai, parce que j'en aurai marre. C'est des choses qui sont possibles, et j'en suis désolé par avance, hein, vraiment désolé. Mais, c'est possible. Donc, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est oui. Il y a plein de sujets qui m'intéressent. Il y a à peu près autant de sujets qui m'intéressent qu'il y a d'histoires dans l'univers, Star Wars, et ça fait beaucoup. Mais, je peux pas vous promettre de tout traiter. Je vous promets juste que j'essaierai. Mon avis sur plein de trucs de l'univers. Alors on m'a posé plein de questions sur l'univers Star Wars. Bon, tout ce qui est préféré et tout, j'ai sauté parce que là on avait déjà bien assez de choses. Quelles sont les épreuves pour passer de Padawan à Chevalier? En fait, c'est le conseil de Jedi qui décide des épreuves pour chaque Padawan. Ça va pas être la même chose pour chacun. Par exemple, Obi-Wan, ben, ils ont décidé après coup que son épreuve, ça avait été d'affronter Dark Maul. Donc voilà, il n'y a pas d'épreuve fixe, ça dépend vraiment de chaque chevalier de Jedi. Il y a bien longtemps. Oui, mais longtemps comment? Et lointaine comment aussi? Eh ben, oula, tout ça, pour moi. Qui est le père d'Anakin? La seule personne qui a une réponse absolue à cette question, c'est George Lucas. Et George Lucas, il a décidé que Anakin était né par la volonté de la Force. Est-ce que l'Empire a déjà fait des trucs bien? Le bien, le mal, c'est une question de point de vue. Je suis sûr que pour pas mal d'habitants de Coruscant, par exemple, bah, l'Empire a fait des choses très bien. Le problème, c'est qu'à côté de ça, il a réduit en esclavage plein de gens, il a mis en prison plein d'opposants politiques, il a tué plein de monde aussi. Donc voilà, l'Empire a sans doute fait des choses bien pour certaines personnes. Pourquoi certaines races ne sont pas influençables par la force? En fait, il y a plein d'explications possibles suivant les espèces. Il y en a qui vont être carrément absentes de la force, d'autres, on va sans doute dire qu'elles n'ont pas de midi-chloriens, je sais pas si ça s'applique vraiment. Après, moi je pense que c'est aussi une question de complexité. Où sont les clones au début de l'Empire? Alors au tout début de l'Empire, après l'épisode 3, c'est toujours des clones qui sont dans les armures, et après au fur et à mesure du temps, comme ils ont toujours le vieillissement accéléré, ils partent à la retraite assez tôt, ou alors ils meurent. Est-ce que tu peux nous filer 2 frises chronologiques? Une sur toutes les œuvres concernant le côté lumineux de la Force, et une sur tout ce qui concerne le côté obscur. Eh ben écoute, si un grand malade a essayé de faire une frise pareille, moi je suis intéressé, mais à ma connaissance, personne n'a osé le faire. La Force est-elle héréditaire? Si oui, pourquoi ne pas lancer une grande vague de copulation de la part des Jedi? La Force est héréditaire. Pas à chaque fois, mais il y a de bonnes chances que si un des parents, au minimum, a la Force,
l'enfant et la force. Le problème avec la copulation, c'est que ça entraîne des sentiments, et que les Jedi ne sont pas censés avoir de sentiments, d'attachement, tout ce genre de choses, donc non, mauvaise idée. Après, bon, il y a toujours des exceptions, que ce soit les Corelliens qui font toujours les trucs de leur côté, ou Kadimundi qui a une dérogation pour repeupler sa planète, mais voilà. Sinon, c'est que des exceptions. Qui sont les Mandaloriens? Alors, les Mandaloriens, c'est un peuple de nomades guerriers, dont est issu notamment Jango Fett, et on en parlera énormément dans plusieurs émissions, mais pas de suite. Quelle est la fonction de la couleur des sabres laser? Ça sert absolument à rien, à part à vous aider à choisir une classe de Jedi dans les jeux vidéo. Si l'élu doit rétablir l'équilibre dans la force, alors il doit permettre au côté obscur et au côté lumineux de bien s'équilibrer, non? Ben ça dépend comment on voit la force. Si on se dit que les Jedi suivent déjà la volonté de la force, donc une force qui serait de base équilibrée, ben ils servent eux-mêmes l'équilibre. Alors que on pourrait considérer que les Sith servent le déséquilibre, le désordre, et donc il faudrait anéantir complètement les Sith pour avoir l'équilibre. Est-ce que le tatouage est abordé dans l'univers étendu? Alors oui, il y a plein de gens qui sont tatoués, par exemple Dark Maul est tatoué, donc voilà. Oui. Pourquoi il y a plein de vaisseaux qui n'ont pas de droïde astromécano? Alors l'idée du droïde astromécano, c'est que ça serve à la fois de réparateur et de navigateur hyperspatial. Sur la plupart des gros vaisseaux, il n'y a pas besoin de navigateur hyperspatial, parce que voilà, ils ont un ordinateur déjà à bord. Et les gros vaisseaux, ils n'ont pas besoin de réparateurs externes, parce qu'ils ont du blindage. Et les trucs sensibles, ils sont à l'intérieur. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'astromécano sur des gros vaisseaux. À part sur un croiseur Naboo, parce que voilà, ça faisait joli. Après, sur les chasseurs, le but c'est quand même qu'ils aillent assez vite. Donc si enlever un astromécano, ça permet d'alléger ou de simplifier un peu la structure, bah des fois ils le font. Est-ce que le côté obscur offre plus de compétences de combat que le côté lumineux? Absolument pas, ça peut donner accès à d'autres pouvoirs éventuellement, comme les éclairs, mais on n'est même pas sûr qu'avec le côté lumineux on puisse pas non plus maîtriser les éclairs, donc a priori, vraiment aucune raison que un Sith soit plus fort qu'un Jedi au combat. Voilà, j'ai fait le tour des questions auxquelles je voulais répondre. Si j'ai pas répondu à votre question, bah peut-être que je l'ai pas vue, ou peut-être qu'elle était trop basique, je suis désolé, hein. Mais voilà. Et pour conclure, en fait, je voudrais vous donner quelques conseils de sites internet qui pourront vous donner plein de renseignements sur Star Wars et sur son univers, parce que là aussi il y a des réponses. Je suis pas le seul spécialiste de toute la toile à pouvoir parler de Star Wars. La meilleure encyclopédie en ligne, c'est Wikipédia, si vous parlez anglais, parce que par contre la version française est vraiment nulle, mais voilà, c'est le truc le plus complet du monde, et c'est en anglais, donc c'est vraiment bien. Je vous conseille Wikipédia, donc. En encyclopédie francophone, vous avez HoloNet et Anakin World, et aussi Star Wars Universe un peu derrière, mais voilà, c'est 3 très bonnes encyclopédies francophones, allez-y. Après, niveau collection, la référence en France, c'est plutôt Mint in Box. Et du coup, je crois que je vais terminer cette foire aux questions ici, et aller me coucher. Merci à vous si vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout, parce que quand même, voilà, bravo. Et puis, à la prochaine. Salut!